On va démarrer. Et on va démarrer, exactement. Allez, Hélène, qui es-tu? Qui suis-je? Donc, Hélène Desbies, je travaille actuellement chez Verdi Conseil. Je dirige une agence de conseil à Bordeaux. Je suis basée à Bordeaux. Et mon ancien métier, c'était maître d'ouvrage. Donc, je faisais de la conduite d'opération, de la maîtrise d'ouvrage pour des travaux de bâtiment public. J'ai toujours fait de la maîtrise d'ouvrage public. Et en interne, je faisais donc conduite d'opération, programmation. Et aujourd'hui, chez Verdi Conseil, je travaille en tant que programmiste, MO, bâtiment en général. Voilà. Et aujourd'hui, je parle avec ma casquette de programmiste. Et donc moi, je suis Annabelle Puget, je suis designer et architecte de formation. J'ai conçu des centres commerciaux pendant 5 ans, ce qui était super chouette et qui répondait à de grands enjeux de collectivité et de promotion immobilière. Et avec des gens super sympas d'ailleurs. Et j'ai découvert le design thinking et j'ai pensé qu'on pouvait utiliser notre processus de pensée de concepteur dans bien d'autres sujets que le bâtiment, qui finalement ne se pense pas tout seul, mais aussi avec du design de service, avec du design organisationnel, dans une époque qui est de plus en plus systémique, c'est assez chouette de pouvoir adresser cette multitude de sujets. Et donc, du coup, au sein du collectif créatif des territoires, je travaille aussi bien sur des sujets de programmation, ça peut être programmation urbaine et architecturale, et que de projets de démarche participative. En l'occurrence, ça a été plus ce volet-là, c'était l'ENH, et nous qui étions en charge plus pour Erilia et Avignon du volet de plan de résidentialisation. Et avec Nicolas, on était plutôt chargé de la participation habitante et multi-acteurs. Mais voilà, on fait en ce moment aussi du design de services pour le service public d'insertion et de l'emploi. On fait du design organisationnel pour la préfecture de Vendée. On fait plein de choses très différentes. Et donc, du coup, attendez, je laisse rentrer Jean-Philippe. Et donc, du coup, avec le collectif créatif des territoires, nous, notre objectif dans la vie, c'est de faire avancer les territoires dans une direction qui est de plus en plus collective, de plus en plus collaborative, qui va vers un impact positif. Et ces impacts positifs sont à définir dans chaque projet et vraiment pouvoir imaginer des solutions concrètes qu'on peut mettre en place rapidement et durablement, mais parfois ça demande plusieurs étapes et plusieurs itérations pour pouvoir avoir ces projets concrets qui viennent améliorer le quotidien des gens, que ce soit dans leur cadre de vie, leur cadre de travail, leur cadre d'habitat, etc. Et donc, du coup, voilà, nous, on est là pour vraiment accompagner cette fabrication des communs, pouvoir alors faire prendre conscience parfois, si on travaille ensemble, c'est que la conscience est déjà là et que maintenant, il suffit d'accompagner, de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir accompagner les territoires dans les transitions auxquelles ils font face et vraiment pouvoir développer avec eux ce pouvoir d'agir et de développer avec plusieurs acteurs, en tout cas avec une vision toujours pluridisciplinaire, ce qu'on pourrait voir émerger sans que se disent non, mais c'est lui qui le fera, mais vraiment pouvoir le faire ensemble pour faire émerger des choses qui ont du sens pour l'ensemble des participants et pouvoir aboutir à consensus, compromis et consentement autour des projets qui en ressortent. Donc, comme je le disais, c'est à la fois des projets concrets, donc les exemples que je viens de donner, et à la fois, déjà, dans chaque projet concret, on a des démarches qui sont modélisantes, c'est-à-dire que tous les supports qu'on utilise sont laissés vierges et remplis à nos clients pour pouvoir les réutiliser et mettre en œuvre la démarche une fois qu'on n'est plus là et pouvoir dupliquer cette démarche sur d'autres projets ou pouvoir continuer le projet. Et à côté de ces démarches modélisantes au sein des projets, on développe cette communauté apprenante, par exemple via des webinaires, via la rédaction d'articles, via plusieurs éléments. Et donc voilà, après, on travaille avec plein de gens, plein de collectivités différentes
tailles, de différentes formes. Ça peut être des collectivités, ça peut être des régions, ça peut être des communautés d'agglomération, ça peut être des villes, ça peut être des départements, ça peut être des groupes privés qui ont aussi un lien avec le territoire, comme la Poste. Donc voilà, c'est très, très large. Hélène, je te passe la parole sur le sujet du jour. Oui. Donc j'introduis. Oui. On passe directement aux questions. Peut-être pour expliquer. Oui, Verdi, notre sous-titre, c'est designer de territoire, quand même. Parce qu'il y a une volonté de l'entreprise de former tout le monde, un maximum de personnes de l'entreprise au design thinking. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a rencontré Annabelle qui a formé en masse toutes les équipes et puis qui a aussi fait des formations plus spécifiques pour à chaque fois des dizaines, c'était par dizaines de personnes. Pourquoi on est un bureau d'études en ingénierie pluridisciplinaire. On fait de l'aménagement du territoire, de la conception de bâtiments. Je vous ai dit du conseil en bâtiment, ce que je fais, mais aussi en environnement, avec tout ce qui est études d'impact, études faune-flore, etc. Bref, on travaille globalement, notre matière première, c'est le territoire. C'est aussi sur ça qu'on se retrouve avec Annabelle. Et on a une vision d'ingénieur. Globalement, on est à 70% des ingénieurs et le reste, c'est des techniciens, quoi, globalement. On a quelques urbanistes, architectes, mais voilà, la formation initiale, la masse, c'est des ingénieurs. Donc, on sait concevoir. Par contre, parler aux usagers, ce n'est pas forcément notre ADN initial. On parle des 400 personnes du groupe en entier. Et donc, l'idée, c'était de retourner notre ingénierie au service de l'usager. Et c'est là qu'intervient le design thinking. C'était pour petit contexte. Et du coup, en préparant ce webinaire, exactement pour faire le lien avec l'activité de Verdi, la question c'était de se dire, toi au sein de Verdi, tu es programmiste, donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire que la programmation architecturale? Et surtout, tu as expliqué que le design thinking, c'est pour faire le lien avec l'usager, mais c'est possible de faire sans l'usager. Quel apport ça a le design thinking par rapport à ta pratique précédente? Oui. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la programmation architecturale? Alors j'ai vu qu'il y avait des architectes dans l'équipe, donc il y en a qui savent. Je vais quand même, je suis pas sûre que tout le monde sache. La programmation, c'est ce qui arrive au tout début du projet. Donc ça, c'est le déroulé d'un projet. Ou à la fin, on commence par la fin, les bâtiments tels qu'on les connaît, on est installé dedans, ils vivent, on les exploite. Avant, rétro-planning, pour ce faire, il a fallu les construire avec différentes étapes. Pour les construire, que les entreprises puissent les construire, il a fallu qu'une équipe de concepteurs, donc des architectes, des bureaux d'études, les conçoivent, fassent des plans, des avant-projets, des cahiers des charges, des descriptifs, etc. Et encore avant, pour ce faire, le client, le maître d'ouvrage, a fait des études de faisabilité pour dimensionner son budget, son planning, etc., fait des diagnostics et établit un programme. Le programme, c'est le cahier des charges qu'on va donner au concepteur. Alors, il y a une obligation dans la maîtrise d'ouvrage public, mais même dans le privé, on ne peut pas dire juste à un architecte, je veux un bâtiment de logement. C'est OK, combien de logements, de quel type, est-ce qu'il y a un rez-de-chaussée actif, est-ce que vous voulez des matériaux biosourcés, enfin voilà, tout ça, c'est le programme. C'est le cahier des charges du client sur ce qu'il veut, sur comment il le veut, etc., l'enveloppe budgétaire, les programmes techniques, etc. Peut-être passer à la slide suivante, où là, je crois que j'ai dû... En fait, c'est rendu obligatoire, je vous l'ai dit, par la maîtrise d'ouvrage public. Et donc, dans notre cahier des charges du concepteur, il y a quand même beaucoup de choses. À quoi va servir, déjà, pour qui on travaille, les missions et l'identité de l'établissement pour qui on va travailler, les objectifs en matière de public, d'usagers, de services, les enjeux urbains. On fait une vérification d'insertion dans le site. Qu'est-ce qu'on veut comme type d'accès? Est-ce que ça doit être visible de loin? Pour un équipement public, souvent, on veut que l'entrée soit bien visible, etc. Et puis après, il y a toute l'organisation fonctionnelle de qu'est-ce qui doit être à côté de quoi, qu'est-ce qui fonctionne avec quel service ou quel logement à côté de... Enfin, voilà. Groupement par zone, etc. Et puis, après, toute la technique, les coûts. On peut se donner des objectifs de coûts de fonctionnement. Je ne veux pas que mes locataires, pour le logement social, ça peut arriver, payent plus de temps de charges par an. Donc là, voilà. Et puis, planning, je veux un truc livré avant la fin de la mandature, par exemple.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi c'est intéressant de rajouter du design thinking? Donc, peut-on faire un programme sans usager? Oui, alors il y a des cas assez simples. Une crèche, on n'interroge pas les bébés. Voilà, typiquement. Donc, l'usager, ça va être le personnel et ils vont avoir leur vision et ils se font. On a un type d'usager, mais on ne va pas avoir tous les usagers. Là, mais ça m'est déjà arrivé de faire un programme de bureau en ne rencontrant que le directeur. Et là, ça tique un peu plus. Et pour avoir vu une opération du début à la fin, c'est typiquement ce genre d'opération où quand on emménage, il faut casser des murs pour rajouter des portes ou rajouter des prises. Enfin voilà, ce genre de choses. Ce qui est très frustrant quand on a bien travaillé tout du long. Voilà. Donc, le design thinking, c'était une démarche qui permettait de vraiment remettre l'usager au cœur du projet et tous les usagers. L'usager, ce n'est pas que le bénéficiaire du service public, ça peut être aussi le personnel d'entretien, d'entretien maintenance, mais aussi d'entretien courant, nettoyage. Ça peut être la personne qui accueille, mais aussi les personnes en back-office qui font du travail. Enfin, voilà. Ça peut être plein de choses. Ce qui est intéressant sur le design thinking, je viens d'un peu de l'évoquer, c'est la pluridisciplinarité, c'est qu'on peut interroger des gens qui ça nous fait vraiment une tour d'horizon de tous les usagers ou toutes les parties prenantes du projet, ce qu'on peut rater. Si, encore une fois, on parle qu'au directeur et à ses responsables de service, mais voilà, c'est ce qui est quand même le cas le plus courant. Et puis, un projet commun, oui, ce qui m'a intéressé, je vais vous en parler après, c'est que ça devient le projet qui était le projet du directeur ou du maire, ça devient le projet de toute l'équipe, voire même des citoyens. Voilà, c'est un moyen d'embarquer de manière beaucoup plus large. Et donc, on va le voir. Mais c'est ça qui est intéressant et qui apporte vraiment à nos missions de programmation aujourd'hui. Du coup, aurais-tu un exemple concret? Oui. Voulez-vous parler, alors on en a quand même quelques-uns à notre actif maintenant, je voulais vous parler de celui où on a fait la mission la plus importante, la plus engageante en termes de design thinking. Je vous expliquer. Donc, on travaille pour l'URSSAF Poitou-Charentes à Étré, donc c'est juste à côté de La Rochelle. Ils sont dans un magnifique bâtiment des années 80 dont ils ont exploité la totalité des possibilités de restructuration et de réaménagement. Vous voyez, je vous ai mis le plan d'intervention qui permet de voir que c'est plein de petites dents comme ça. Bref, ils sont au bout, quoi. Donc, en 2019, ils nous ont sollicité pour une étude d'opportunité pour étudier les scénarios. Donc, on a étudié les scénarios, donc la faisabilité technique, économique, etc. Donc, est-ce qu'on peut restructurer comment? Est-ce qu'on vend le terrain et on achète un autre immeuble? Voilà. Et où est-ce qu'on démolit et on construit sur la parcelle? L'étude a conclu à démolition en construction. Malgré des débats, déjà à l'époque, frugalité, est-ce que vraiment, voilà, la restructuration, c'est quand même normalement notre premier point d'entrée, mais là, on est vraiment, on a un peu à choper. Toutes les cloisons que vous voyez sont quasiment toutes en béton, c'est que du bonheur, c'est vraiment compliqué. Voilà. Donc, en 2020, Covid, réflexion, tout ça, l'URSSAF a une chaîne de décision et de commandement qui remonte jusqu'au national, voilà. Hop, ils lancent une mission de programmation début 2021 pour l'opération qu'ils ont décidé, et Verdi la gagne. Non mais vas-y, très bien, et Verdi la gagne. Donc, boum, réunion de lancement. Et donc, en fait, là, je venais d'être formée par Annabelle, j'étais tout feu, tout flamme. Alors, j'avais déjà fait des missions, mais où j'avais dit, on va faire des ateliers avec les usagers, pas de souci. Et là, j'ai dit, je vais faire du design thinking dès la réunion de lancement. Et voilà à peu près ma tête au moment de me lancer parce que ils avaient payé pour avoir du design thinking. Ils savaient, j'avais mis partout dans l'offre, c'était bien coloré, c'est pour ça qu'ils nous ont choisi. Je me suis dit, une réunion de lancement, d'habitude, je pousse mes slides, voire j'ai pas de slides, il n'y a que moi qui parle et on fait le planning et on cale les rendez-vous, quoi, globalement. Et là, je vais les faire bosser. Et d'ailleurs, ils m'ont dit, à un moment donné, ils m'ont dit, mais en fait, là, vous nous faites travailler, on peut en s'insurgent. Voilà. Et donc, on se retrouve, ils sont 6, 7 même. J'ai une personne à Paris en visio, donc en plus, c'est un peu compliqué. L'animation présentielle visio, on a géré, voilà. C'est un peu le baptême du feu. Mais la directrice de l'URSSAF Poitou-Charentes, donc c'est une personne qui manage, je ne sais pas, moi, 300 personnes, quoi, voilà. C'est elle qui m'a dit à un moment donné, mais vous nous faites bosser là-haut. Oui. Donc, le programme, c'est juste l'ordre du jour et je les ai fait travailler sur les enjeux de l'opération selon eux et une réflexion sur les parties prenantes. On peut peut-être passer directement sur les enjeux. En fait, ça a été hyper intéressant dès la réunion de lancement parce que nous, les enjeux qu'on avait vus dans l'offre et puis de ce qu'on avait compris, sachant qu'on avait fait la première mission, donc on était un peu, voilà,
Donc, voilà, on avait 4 grands items, je ne vais pas vous les lire. Et le maître d'ouvrage, je leur ai demandé de me donner leurs priorités, post-it vert. Ensuite, on a fait une deuxième salle de les risques, un post-it rouge. Et ensuite, c'est là qu'ils nous ont dit, mais là, on bosse, quoi. Leur piste de solution. Parce que bon, on a des trucs dans notre boîte à outils de conseils, mais parfois, les solutions, elles sont internes et ils sont bien plus pertinents. Ça les a eux-mêmes surpris. Alors, sur les post-it verts, on était bon. Alors, oui, je l'ai fait travailler seul, d'abord, en silence, et après, on échange et en groupe. On fait une sorte de carte mentale, quoi. Et non, ce qui a été très, très intéressant, c'est au moment des risques où on a un tas, vous voyez, on ne lit pas, mais voilà, vous voyez le tas de post-it roses en bas à gauche. Et ça, c'était les risques communication, concertation, engagement des personnels. Parce qu'ils ont des représentants syndicaux et des organisations syndicales extrêmement puissantes qui peuvent bloquer, qui sont conseillers au conseil d'administration, donc qui peuvent bloquer certaines décisions, etc., etc. Et leur projet, c'était, puisqu'on démolit, on reconstruit, il faut réduire les surfaces. Post-Covid, tout le monde est en télétravail, donc flex office, on réduit et on prend, je sais plus, ils ont des ratios extrêmement serrés et je crois que c'est 7 postes de travail installés pour 10 personnes. Donc on est vraiment en flex total, quoi. Enfin, là, ça veut dire que on ne peut pas avoir 100% des personnels sur site. C'est quand même un gros changement de paradigme. Et voilà. Donc là, ils se sont mis à égriner des post-it rouges. Enfin, ils en avaient 2 chacun. Enfin, bon, ça n'arrêtait pas. Et ce qui fait que dans les solutions, c'est là qu'on s'est bien mis d'accord sur les ateliers qu'on allait mettre en place. Initialement, moi, je pensais les ateliers par demi-journée. Et c'est là, à cette réunion, qu'ils ont décidé, non, on va bloquer des gens 2 jours. Et on les met en fait dans un bocal et on va bosser sur le projet pendant 2 jours. C'est le seul maître d'ouvrage pour l'instant qui a bloqué une vingtaine de ses personnels sur ça. Ça veut dire que pendant ce temps-là, ils ne bossent pas, quoi, concrètement. Et en parallèle, ils se retrouvaient en plus avec, qu'est-ce qu'ils avaient? Un audit de commissaire aux comptes ou je ne sais pas quoi. Mais en plus, c'est mal tombé. On l'a fixé et boum, et donc on n'a pas rebougé la date. Et ça a mis le management et la direction dans une situation assez compliquée, mais ils l'ont maintenu parce que c'était trop important. Voilà. Et ensuite, ça, c'est des clients impliqués. Voilà, alors c'est des clients impliqués. Et ce que je ne savais pas, c'est que l'URSSAF avait déjà utilisé, en tout cas en Poitou-Charentes, utilisé du design thinking pour le design de services pour certaines catégories de leurs administrés, de leurs affiliés qui venaient d'intégrer. Enfin bon, il y avait eu des. Bref, en gros, ça leur parlait, ils savaient ce que c'était. Et suite de la formation, Annabelle nous avait présenté la carte des parties prenantes. Je lui ai dit, je ne vois pas trop à quoi ça sert ce machin. Elle me dit, ah, tu vas voir, réunion de lancement, essaye. Tenté, hein. Effectivement, hyper intéressant. Eux, déjà, j'aurais dit, c'est quoi votre usager? Parce que moi, c'était, ils ont un endroit d'accueil des administrés et des cotisants. Et ils m'ont dit, ah non, nous, on oriente, on accueille quasiment plus sur site. On fait beaucoup de visio, de points téléphoniques et on accueille sur rendez-vous. Voilà, on était vraiment sortis au milieu du Covid, donc vraiment, ils recevaient quasiment plus personne. Mais ils m'ont dit, l'accueil sur site, c'est vraiment portion convoi du projet. Notre utilisateur, c'est le salarié. Donc, ça oriente aussi différemment. Moi, j'allais partir vraiment sur autre chose. Donc, déjà se mettre d'accord sur l'usager, c'était fou, principal. Et ensuite, eux, ça les a mis... Déjà, moi, tout ce qu'il y a là dans le gris, j'ai compris la complexité décisionnelle, organisationnelle de l'URSSAF. Ça m'a aidé plutôt à comprendre le planning de décision, pour un peu dérouler le planning de l'opération. Et eux, ça les a mis en ordre de marche sur qui je mets dans mon atelier. Est-ce que je mets des représentants des utilisateurs ou des usagers, voilà, des utilisateurs plutôt, et qui je mets des représentants syndicaux, qui je mets de l'UCANS, de la Caisse nationale des URSSAF, enfin voilà. Et donc, ça leur a permis de un peu faire tout le panorama et dire qui je veux ou qui n'a pas à être là, mais je le sollicite à un autre moment. Donc ça a bien mis à plat toute la modalité de concertation et de mise en mouvement de parties prenantes. Est-ce qu'il y a des questions déjà, peut-être un petit point? Vous avez le droit de faire des petites mains comme ça ou d'intervenir, pas de souci. On se lance, alors ça c'était avant l'été, et l'atelier de concertation arrive le début mi-septembre sur 2 jours. Un lundi, un mardi. Là, c'était pour vous montrer à quoi ça ressemblait. On a fait une session, on a commencé déjà par définir les usagers, donc on a fait une séance qu'on appelle les personas. Je ne vais pas présenter d'ailleurs, mais
S'il y a des questions sur les personnes, on en parlera après. Ensuite, on s'est accordé sur les parties pris, donc carte mentale sur ce qu'allait être le projet. Et on finissait le lundi en s'inspirant d'exemples. Et alors là, c'est l'équipe projet donc, du maître d'ouvrage qui est arrivée avec des exemples. On a visité ça, on a vu ça. Et donc, c'était des exemples de bâtiments récents, soit d'URSSAF d'autres régions, soit de la CARSAT, donc enfin, des organismes de sécurité sociale, globalement. Le lendemain, on se retrouvait pour Focus Group, je vais vous en parler, et puis implantation, utilisation, donc l'atelier Lego qui est un peu fini par le plus ludique, mais qui a été aussi extrêmement utile pour se mettre d'accord. Voilà. Ça, c'est des extraits de ce que je leur ai présenté, les slides. En photo. Je passe sur les personas. Là, c'était l'atelier carte mentale de qu'est-ce que doit être notre projet, notre bâtiment, qu'est-ce qui fait que ça va être réussi. Toujours la technique de je laisse réfléchir les gens 2 minutes parce que je pense aux introvertis et aux gens qui ont besoin de temps pour énoncer, formuler une idée. Sinon, il n'y a que des extravertis qui parlent d'expérience. Et l'étant moi-même, je sais que voilà, on peut avoir des discussions monopolisées, donc j'utilise souvent ça. Et donc là, pareil, je crois qu'ils étaient en petits groupes ou c'était tous ensemble, je ne sais plus. Non, tous ensemble, on a créé une carte mentale pour se mettre d'accord de qu'est-ce qu'allait être le projet. Et en fait, là, tout le monde a entendu la même chose et se met en ordre de marche vers le même objectif. Ce qui est intéressant, j'ai mis un petit focus sur bâtiments adaptables dans le temps, modulables, sécables ou des choses comme ça. Ça, c'est pas forcément le gars de la maintenance qui a demandé ça, alors que c'est lui qui déplace les cloisons constamment. Ça peut être, je sais pas moi, des gens de la plateforme téléphonique qui voient justement leurs collègues et qui savent que si ça avait été modulable, ils auraient pu faire la modification lors de telle réorganisation et ce serait plus pratique. Donc, c'est intéressant aussi de voir que là, ça embarque vraiment tout le monde et qu'on entend les besoins de tout le monde et ça ouvre un peu, ça sort les gens de leur nombril et de leur positionnement à eux. Donc, ça, c'est pas mal. Ouais. Et ensuite, l'après-midi, donc benchmark des projets. On a une présentation de 3 projets par des gens qui avaient visité ou des chefs de projet, enfin voilà. Et ensuite, en petit groupe, je leur ai demandé de se positionner, d'analyser un des projets. Donc, ils avaient aussi des choses imprimées ou on reprojetait, enfin voilà, les images, les plans. Qu'est-ce qui leur plaisait, qu'est-ce qui était familier, innovant, contraignant, donc à parfaire, et faisable. Enfin voilà, c'était plus des mots-clés. Ça a permis aussi, pareil, je ne vais pas tout détailler, mais de se mettre d'accord sur... il y en a qui ont utilisé des post-it, c'est comme ça, bon, très bien. Il y a plein de choses qui sont apparues, ils n'auraient pas eu l'idée sinon. Et puis d'autres où ils nous ont clairement dit, ça, on n'en veut pas. Et par exemple, ce que j'avais pas, qu'on ne voit pas forcément, mais par exemple, moi, j'avais en tête, c'est un organisme de sécurité sociale, c'est un organisme public, il faut que ce soit quand même, qu'il y ait une notion un peu de puissance publique. Enfin, je viens du milieu universitaire, où on aime bien les trucs un peu imposants comme ça. Et là, ils nous ont dit non, nos administrés, nos affiliés, ils cotisent. Donc, quand ils viennent, ils ne veulent pas voir du marbre parce qu'ils voient leur cotisation. Donc, on veut un truc sobre et chaleureux pour détendre les gens parce que quand ils arrivent à l'URSSAF, ils ne sont pas détendus. En général, c'est compliqué, ils n'y comprennent rien et ils risquent de se faire redresser en plus. Donc, voilà. Donc, ils nous dit non, sobre. OK, donc ça, on l'écrit. Ça permet déjà d'orienter le programme architectural. On ne fait pas des grands halls hyper lumineux, très froids et très ostentatoires. Non, on ne fait pas ça. D'accord. Voilà. Le lendemain... Ah oui, donc là, on arrive au lendemain matin. Ce qui a permis aussi, d'un jour sur l'autre, ça permet aux gens ils ont eu des questions voilà, le matin, hop, on fait un point. Il y a eu des questions sur le planning, sur des trucs un peu plus pratico-pratiques. Je vous épargne aussi tous les détails. Il y avait à chaque jour des instants de brise-glace et des instants de clôture. On pourra en reparler si vous voulez. Là, ils avaient une banque de photos. Chaque petit groupe, on était divisé en 4 groupes de 6, dans mon souvenir, 5 à 6, avait une banque de photos, tous la même, et chaque groupe travaillait sur un type d'activité d'espace.
plutôt que dire des bureaux, l'open space et la cantine, j'ai mis se détendre, travailler seul, travailler en groupe, et puis, je sais plus ce que c'était le troisième. Accueillir, on accueille du public quand même, même si ce n'est pas notre usager principal, il y a un sujet quand même. Et chaque groupe a travaillé sur les ambiances intérieures, ambiances extérieures, tout ce qui était modularité. Les 4 cases, c'est ça en fait, c'est des grands thèmes sur lesquels ils doivent se positionner. Tout ce qui était mutualisable, modulable, et puis tout ce qui était innovant. Et tout ce qui, là, la case innovant, c'est oh, ça j'adore, mais c'est pas faisable. Ok, vas-y, mets-le parce que les idées folles, c'est ce qui nous intéresse à ce stade-là. Ensuite, classique, hein, on travaille en petit groupe, on rediffuse en grand groupe, on fait une restitution. Et ce que j'aime bien faire sur ça, c'est faire positionner les autres groupes. On croise, et là, ils votent avec de la gommette. Donc, je crois qu'à chaque fois, je donne 3 gommettes vertes, une gommette rouge. La gommette rouge n'est pas obligatoire si on n'a pas besoin. Voilà, mais le rouge, c'est le veto. C'est non, ça, j'en veux pas. Et le vert, c'est ouais, ça vraiment, c'est important. Ce qui permet de voir un peu, parce que là, on a 4 panneaux un peu en vrac, et ça permet de voir vraiment se dessiner les priorités. Sur quoi j'ai eu du rouge, je ne me rappelle plus. Justement, il y avait un hall, ils l'avaient utilisé parce qu'ils trouvaient la banque d'accueil intéressante, mais on a eu du rouge sur non, c'est trop ostentatoire. Okay, bon, voilà. Et puis le vert, c'était, on a eu pas mal, notamment sur tout ce qui était ambiance architecturale, sur le bois, le chaleureux et le végétal, un truc voilà, qui soit un peu cosy et qui contrevienne à l'image de l'URSSAF toujours. Ils étaient vraiment marqués par ça. Et ensuite, et alors là, le clou, les Lego. Alors nous, on fait du Lego, mais pas pour construire les bâtiments. On fait du Lego pour faire ce qu'on appelle dans notre jargon un organigramme fonctionnel, qui est qu'est-ce que je mets, quelle fonction est à côté de laquelle, qu'est-ce qui est en connexion. Et donc là, pareil, 4 groupes, on se met d'accord sur la charte graphique. Le rouge, c'est, je ne sais plus ce que c'était, la logistique. Le marron, c'était l'accueil du public. Je ne sais plus exactement, je ne vous ai pas mis en photo. Voilà, ça, on s'est tous mis d'accord sur quelle couleur était quoi, pour que d'un atelier, d'une table à l'autre, on ait toujours le même code, sinon notre cerveau ne marche pas. Et puis là, on les laisse travailler de qu'est-ce qu'il y a à côté de quoi. Et oui, en blanc, c'était les connexions, si jamais il y avait besoin, mais il y en a qu'on préférait les coller, ça marchait aussi. Enfin, voilà. Et là, 4 groupes, 4 organigrammes qui apparaissent, et avec en plus des gens qui font soit à plat, en haut à gauche. Là, il y a 2 ou 3 niveaux, ouais, rez-de-chaussée, R+1, R+2. Et en bas, ils l'ont mis vraiment comme ça. Et comme ça, on voyait les connexions, ils expliquaient où il y avait des escaliers, parce qu'ils ne sont pas sur le même étage, mais ces services-là, ils doivent se coller. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est là que nous, notre cerveau et les programmistes, on se met en attention plus et on note comme des fous. Et ça permet, au bout des 4 groupes, d'entendre ce qui revient tout le temps. Donc ça, c'est les intangibles, c'est le truc qui revient tout le temps. Et puis, ce qui diffère, et là, c'est plutôt sur quoi on va demander des arbitrages, par exemple. Et alors, ça, là, je me suis lancée en direct à chaud, ce magnifique paperboard, avec des acronymes barbares. C'est en sortant, moi, je leur ai dit, OK, moi, ce que j'entends, ce qui revient tout le temps, c'est je connecte ça ensemble et ça ensemble. On s'est tous mis d'accord. Et puis, voilà, il y a des trucs contrôle et régie, ils devaient être connectés, mais sinon, ils n'avaient pas forcément besoin d'être proches des autres. Voilà. Maintenant, ce que je fais, on apprend, c'est que le groupe, je leur demande aussi de le dessiner à plat, en mode patate, comme ça. Alors, ça nécessite qu'ils aient 5 ou 10 minutes de plus, mais ça permet. Et parfois, il y en a qui lâchent sur le Lego et qui arrivent mieux en dessinant. Une fois qu'ils sont passés par le Lego, j'ai parfois eu des restitutions que sur le papier, parce que ça ne marche pas. Voilà. Il y a des cerveaux qui sont connectés différemment, des groupes qui marchent plus ou moins bien. Voilà. Et à la fin, comme ça, j'ai en plus une restitution d'un truc un peu plus tangible, parce que le Lego, il se démonte, en fait, il repart dans les caisses. Et voilà. Donc, ça, c'est suite à cet atelier-là, je l'ai fait dessiner à la fin parce que c'est un peu compliqué sinon. Voilà, et donc là, on était le mardi fin d'après-midi, séance de clôture, etc. Et voilà. Du coup, par rapport à... Ah, oui. Ouais, pardon. Je voulais rajouter quelque chose. Non, j'allais dire, par rapport à ce que... déjà, tu viens de nous expliquer la manière dont tu as travaillé sur ce projet-là et en quoi ça a changé par rapport à ce que tu faisais avant et même comment tu fais évoluer tes pratiques. Donc, du coup, la question qui suit, c'est toi, qu'est-ce que ça change dans ton métier? Qu'est-ce que ça change
Verdi, qu'est-ce que ça change dans les projets, est-ce qu'il y a des rapports différents avec les maîtres d'ouvrage, voilà. Ouais. Alors, ce que ça a changé pour nous. Alors là, dans cette mission-là, clairement, on a eu une forte adhésion des personnels qui était le risque plus. Là, on est en concours d'architecte, hein, donc je ne me leurre pas quand ils vont voir les plans. Enfin, ça va, voilà, c'est pas fini, hein, mais c'est le début de l'adhésion. Et on a eu des retours. Eux, ils ont eu des retours et ils m'en ont fait part. Donc ça fait un peu, voilà. Il y a eu de la perte en ligne, mais malgré tout, ils ont eu des représentants syndicaux lors des CHSCT juste après qui ont dit, qui étaient dithyrambiques et qui étaient ravis d'être intégrés dès la phase hyper amont. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a dit en conclusion, c'est « Ah, mais en fait, vous nous avez concerté. Il y avait à la fois, mais en fait, vous n'avez rien fait depuis 2 ans. » Ils s'attendaient à valider les plans, quoi, globalement. Mais en même temps, je suis super contente. Ça veut dire que là, vous allez vraiment prendre en compte mon avis. Oui, c'est ça, c'était ça l'idée. Donc, oui, adhésion des personnels, et ça, c'était l'enjeu numéro 1. Et puis, ça va avec. Eux, ça leur a permis d'initier le management de la conduite du changement, quoi. Ça a permis, eux, avec les ateliers, pour recruter les gens, ils ont recruté des volontaires, donc il y a eu de la com en interne. Il y avait déjà eu un peu voilà, les décisions, mais c'était vraiment très, très froid, on va dire. Là, ça démarre, il y a des ateliers qui veut faire partie de l'équipe projet. Donc là, on continue. Je vous dis, on va voir le rendu du concours. Et les 20-25 personnes consultées sont dans le... On leur fait une session et ils viennent voir les rendus pour donner leur avis, qui n'est pas un avis d'expert, mais qu'on rentre dans l'avis sur le volet fonctionnalité et ambiance architecturale de la commission technique, qui analyse bien entendu de son côté. Donc on continue à les intégrer et ça va être un fil rouge comme ça tout du long. Tu demandais les atouts, je crois, pour le projet. On a une équipe de côté maîtrise d'ouvrage qui est hyper engagée. On peut avoir des missions où il y a un brief et puis après, nous, on mouline, on sort un rapport, on le renvoie. Soit ils nous disent OK, ils valident sans même. Enfin, on se demande s'ils ont lu. Soit, pire, ils nous corrigent les virgules. Voilà. On n'est pas sur le fond. Là, on a vraiment des discussions de fond et des gens hyper réactifs. Et on est une équipe projet, quoi. Donc ça fait que le projet, il passe un cap. Et donc pour Verdi, moi, c'est quand même super pratique d'avoir un maître d'ouvrage engagé qui ne me corrige pas les virgules et qui est vraiment sur le bon niveau de discussion et de décision. On a gagné un temps fou, ce que je vous ai dit, les fameuses petites patates griffonnées là, sur le paperboard, sur la compréhension du schéma fonctionnel, parce que leur organigramme et leur nom de service étaient infernaux à prendre en compte. Pourtant, je viens de grosses structures publiques, mais là, c'était compliqué, quoi. J'ai rarement vu un organigramme aussi complexe de service et pour comprendre leurs liens ensemble, leur métier eux-mêmes, voilà, c'était compliqué. Oui, sur le programme architectural, à Verdi, on est des programmistes, mais encore une fois, on vient de l'ingénierie. Clairement, on pêche sur ça. Moi, je trouve, nos programmes architecturaux, on explique toujours qu'il faut que ce soit confortable, lumineux et qu'acoustiquement, on vive bien dedans. Voilà. Ça va pas très loin et les maîtres d'ouvrage en général ils vont pas non plus parce qu'ils savent pas trop quoi écrire. Là on a pu vraiment expliciter, voire même mettre des images un peu de ce qui avait parlé aux usagers, donc ça c'est cool. On va voir ce que ça donne en phase projet, en phase concours, mais voilà. Et puis nous clairement on a gagné cette offre là pour ça, pour le design thinking, parce qu'on l'avait mis dans notre offre. Et on en gagne de plus en plus. On en a eu d'autres où, en gros, dès qu'on voit qu'il y a il y a plus de 3 services à concerter, voire des structures différentes, voilà. Il y a de plus en plus de projets. Il n'y a quasiment plus personne qui fait un projet tout seul, puis aucune collectivité, ne rajoute pas un service d'un autre truc pour aller chercher des financements autres, parce qu'elle peut plus le financer toute seule. Voilà. Dès qu'il y a ça, nous, on en met on intègre dans notre méthodo et on intègre 1 à 2 ateliers. Donc voilà, nous, on commence à se différencier là-dessus, alors sachant qu'il y a d'autres programmes qui en font. Voilà. Il y a Nicolas qui nous quitte. Au revoir, Nicolas. Salut, Nicolas. J'allais dire, c'est le moment des questions. Est-ce que c'est la première question qui est arrivée dans le chat? Mais non. Non. Mais du coup, si les autres personnes qui sont encore là ont des questions, n'hésitez pas à ouvrir les micros et à les poser. Oui, j'avais une question concernant, alors
plutôt ma partie pour le coup, mais c'est quelque chose que j'ai déjà réalisé dans une phase programme justement de faire un volet qualité d'usage. Donc on a repris les mêmes principes que le design thinking au final, puisqu'on a fait un peu de concertation, de créativité ensemble, etc. Par contre, il y a un point qui est assez rarement abordé et c'est pourquoi je pose la question. Qu'en est-il de la capacité des individus en termes physiques, intellectuels, sensoriels, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé? Euh, alors, je suis d'autant plus à l'aise ou pas à l'aise pour répondre, parce qu'à une époque, j'étais spécialisée en accessibilité. J'étais référente accessibilité dans une des maîtrises d'ouvrage où j'étais. On va être clair, moi pour l'instant, dans mes programmes, j'ai pas vraiment de maître d'ouvrage plus sensibilisé que ça. Donc, on part sur la réglementation. Voilà, sur ce qui, quand même, en équipement public, mais même en code du travail neuf, évite quand même beaucoup de choses, de bêtises. Mais j'ai encore jamais fait de design thinking sur le sujet des capacités des gens, des personnes en situation de handicap, etc. Mais je pense que ça pourrait être super intéressant parce que moi, je me rappelle que côté architecture, ingénierie, on a chopé sur tout le volet handicap mentaux et cognitifs et, psychiques, où on ne savait pas trop comment le prendre en main et comment y répondre via notre conception. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Mm. Et notamment de contextualiser la réglementation, parce qu'en fait, c'est ce qui pêche en accessibilité. C'est justement faire le lien entre la qualité d'usage, l'usage et tout ce dont vous avez parlé, et l'accessibilité, parce que ça va ensemble, en fait. Donc, juste une petite anecdote, mais c'est pour payer un peu le propos. Donc, quand j'ai fait cette étude qualité d'usage en phase programme, mais là, c'était pour la réhabilitation d'un établissement. Donc, on était vraiment dans l'existant. On s'est rendu compte qu'il y avait une rampe qui menait à la crèche, que c'était un vieux bâtiment sur un demi-niveau. Et cette rampe-là, réglementairement, était bonne. Donc, elle faisait 1,20 m de large, on était dans l'existant, tout allait bien. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en termes d'usage, donc des personnes qui viennent avec les poussettes pour amener les enfants à la crèche, ben, en fait, ça bouchonnait. Parce que du coup, on devait attendre les personnes qui étaient en haut descendent, etc. Donc, en termes d'usage, c'était cata. Par contre, réglementairement, on était bon. Donc, je pense que voilà, il y a quand même un aspect, et je prêche pour ma paroisse, mais c'est parce que c'est comme ça que j'applique moi l'accessibilité. C'est vraiment faire le lien entre qualité d'usage et accessibilité. Et tant que ce ne sera pas transversal, on va se retrouver avec une application qui n'est pas bonne de la réglementation. Et du coup, un loupé, parce que là, on est sur un travail en amont et on se dit, bah, c'est dommage parce qu'on est vraiment, pour moi, c'est l'idéal, c'est de travailler en programmation et de se dire, bah mince, on a loupé le coche et voilà, on n'est plus dans la prévention, on va être dans la réparation à un moment ou à un autre. Ouais. Voilà. Désolée, j'ai juste. Non, mais c'est super intéressant. Et donc, vous avez proposé quoi comme solution pour cet embouteillage devant la rampe? Bah, du coup, en fait, le projet était qu'il y ait une extension et que l'extension soit, elle, en rez-de-chaussée. Mais par contre, voilà, par contre, de faire attention à ce que l'entrée de la crèche soit un petit peu éloignée de l'entrée, parce qu'on avait des problèmes de flux pour que la porte d'entrée ne soit pas ouvrable par les bébés, enfin par les enfants. Enfin, il y avait une histoire de sécurité. Donc ça, c'était en plus. Mais de toute façon, là, c'était sur l'extension qui était au rez-de-chaussée. Donc, il y avait plus cette question-là par ailleurs. Ok. Ouais, ça vous a mis en fait, c'est ce que vous avez étudié sur site l'usager et Oui. ça vous a mis l'accent sur la gestion des flux de Oui, l'usager. parce qu'en fait, l'accessibilité, c'est d'aller du point A au point B. Mais en fonction de ses capacités, on avait des exemples aussi d'usage d'escalier par des enfants. Donc, les enfants, comment ils se tiennent à la main courante. Vous voyez que ce n'était pas adapté, ce genre de choses. Mais ça, c'est parce que moi, j'avais mon œil d'experte Access. Et c'est quelque chose qu'on ne formalise pas forcément l'usage, en fait. Même en concertation de manière générale. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a bien les usagers professionnels qui vont expliquer leur profession, leur façon de faire leurs activités. Et puis après, on a quand même les capacités humaines qui diffèrent encore de tout ça. Pardon. Non, mais et c'est vrai. Alors là, en ce moment, on programme un pôle petite enfance où il y a des parents
qui d'ailleurs sont venus avec les bébés. Bon, les bébés n'ont pas fait de Lego ni de post-it, à notre grand regret, mais on a eu des parents. Donc ça, déjà, ça permet de donner... c'est vrai que ça donne un accent différent. Et c'est vrai que dans les programmes de crèche, souvent, le poste de change est décrit, mais aux petits oignons, voire même il y a des plans dès le programme, dans la fiche espace. Et la rampe à hauteur d'enfants des sections de grands, elle est oubliée une fois sur deux, la main courante pour les petits qui marchent et qui doivent descendre les escaliers. On l'oublie, effectivement. Il y a ça, il y a aussi où est-ce qu'on garde les poussettes. Enfin bon, c'était très, très intéressant, mais voilà, c'était très complémentaire, en effet. Ok. Est-ce que ça dépend aussi du nombre d'ateliers, entre guillemets, mais de ce qui est envisageable de faire avec la maîtrise d'ouvrage? Parce que là, ce que tu nous as expliqué, Hélène, c'est jusqu'à l'organigramme fonctionnel qui est la vision macro, mais ensuite, est-ce que, par exemple, vous auriez pu avoir, je ne sais pas, un atelier spécifique sur l'accessibilité, un atelier spécifique sur les espaces communs, les espaces d'accueil, ou un atelier en sous-groupes et où du coup, pour traiter, alors soit les sujets que vous, en tant que programmiste, vous ciblez comme étant prioritaires, obligatoires, etc., ou ce que la maîtrise d'ouvrage souhaite ne pas rater. Oui. En fait, c'est ce qu'on appelle les focus group avec les photos. Nous, on avait mis l'accent sur accueillir, parce que quand même, on n'est pas obligé de ce sujet-là. Puis il y avait un vrai sujet quand même, c'est pas les mêmes espaces. Et il y avait de la demande d'accent sur tout ce qui est lieu de travail collectif, salle de réunion, mais pas que. Voilà. L'idée, c'est que les gens ne se croisaient pas assez. Donc, il y avait quand même cet enjeu-là qui était fort. Donc, ça nous a un peu axé. Et on aurait tout à fait pu avoir, si on m'avait dit, j'ai beaucoup de personnels en situation de handicap, ça aurait pu. Je pense que ça dépend vraiment. Là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas ressorti. Et donc, dans ma tête, c'est à cocher, on fait la réglementation. C'est un maître d'ouvrage mais même sur le volet environnemental, ils m'ont dit, mutation, hop, on passe à Aéro 2020, ils étaient déjà un peu paniqués en mode, on va déjà se mettre sur l'Aéro 2020. Je l'ai proposé un peu, mais non, ils étaient vraiment plus, leur priorité n'était pas là. Donc, on pourrait tout à fait, je pense, adapter les ateliers. Et puis, notre cheval de bataille, par exemple, en programme des écoles, et je mets systématiquement l'ambiance extérieure sur tous les verbes d'action, que ce soit apprendre ou se reposer ou se restaurer, parce que pour moi, c'est un des enjeux actuels de nos écoles, les digitaliser et de faire sortir la classe à l'extérieur, etc. Mais ça, c'est moi. Et je regarde c'est moi. C'est ce qu'on comprend vu le contexte actuel. Mais l'accessibilité, là, je ne l'ai pas identifié comme un sujet prégnant en étant locaux code du travail à quasi 100%. Et les gens étaient reçus, je vous le dis, presque quasiment plus qu'en visio, etc. Mais ils ne m'ont même pas parlé d'un administré sourd ou aveugle, comment est-ce que je fais. Ce n'est pas un sujet, là. Ils en ont très peu. Donc, voilà. Mais je garde l'idée, parce que je me dis que ce serait bien de revenir à mon ancienne expertise et l'intégrer un peu plus. Si je peux me permettre, l'accessibilité, c'est un sujet très transversal. Donc, de toute façon, on va le retrouver partout. Donc, autant le voir le plus en amont. Et voilà, et dans l'employabilité, on va la retrouver aussi. Enfin, c'est global. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Après, il est 14h20. Moi, j'avais une question concernant l'élaboration des groupes que vous avez, la démarche que vous avez initiée au démarrage et comment après vous avez constitué vos groupes pour travailler sur ces différentes thématiques. Alors, moi, je leur ai demandé d'avoir déjà dans le groupe de 20-25 une représentation de tous les grands métiers. Ce qui fait qu'ils réfléchissent par domaine métier. Donc, je devais avoir des gens qui étaient à la plateforme téléphonique, je devais avoir des gens qui étaient contrôleurs, donc qui vont sur site, etc. Je devais avoir des assistantes de direction, je devais avoir un peu de tout. J'ai eu quelqu'un de l'informatique. Donc, j'avais déjà un panel, les 20-25, une représentativité par grand type de métier. Qu'est-ce que j'ai ? Et donc, ensuite, les petits groupes, j'ai fait en sorte, pareil, d'essayer de
faire de la représentativité, bon, sachant que je ne pouvais pas, ils n'ont que 2 personnes au service informatique, donc il n'y en avait qu'une, je l'ai mis que dans un. Mais par exemple, le service informatique, je l'ai mis dans un groupe et plutôt le volet, les services support de ce genre-là, informatique, maintenance, je les ai séparés pour qu'ils irriguent que leur réflexion irrigue les autres petits groupes, mais qui ne s'aident pas ensemble parce que. Enfin voilà, l'idée c'était d'avoir les groupes les plus mitigés, mélangés possibles pour avoir cette pluridisciplinarité et de croiser les regards. Voilà. Il a pu m'arriver parfois de faire l'inverse. Alors des groupes très très homogènes pour recroiser les... Excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi, ça m'a déconcentré. Pour avoir des regards très très distincts, très différents. C'était sur l'aménagement d'une cour d'école où on a fait au départ, enfin moi j'étais pas forcément pour, mais ça s'est avéré hyper pertinent. Donc d'un côté le volet prof, tout ce qui était surveillance, ils appelaient ça coveillance parce qu'on ne surveille plus, on coveille en collège. Donc tout ce qui était les surveillants, la vie scolaire, etc. Et puis, chez les jeunes, ils avaient scindé filles-garçons parce qu'ils n'avaient pas les mêmes usages à cet âge-là, ils n'ont pas les mêmes usages de la cour. Et après, on a recroisé pour voir les différences et recroiser les regards. Donc ça, c'est une autre façon. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, vu que l'idée, c'était d'avoir des espaces où les gens se croisent et se parlent beaucoup plus, on a mélangé au maximum. Voilà. J'ai été trop longue. Je ne sais pas si ça répond bien à la question d'Isabelle. Oui, tout à fait. C'était pour voir comment, en fait, quand on a suivant les thèmes que l'on a, en fait, comment on constitue nos groupes pour pour être le plus pertinent possible. Donc là, vous avez totalement répondu à mon attente. En général, je préfère mélanger au maximum, sauf quelques cas particuliers dont je vous ai parlé, mais voilà, je mélange plus. Quand je fais une crèche, les crèches ou l'école, je fais en sorte qu'il y ait dans chaque groupe, que j'ai pas tous les professeurs des écoles dans un groupe, tous les animateurs dans un autre et tous les parents. Voilà, je mets un représentant de chaque partout. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. S'il n'y a pas... Enfin, il ne reste que 5 minutes, mais du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Nous, on va mettre le webinaire en ligne sur la chaîne YouTube. Et ensuite, si vous voulez vous inscrire à la newsletter qui est trimestrielle ou échanger sur vos projets ou qu'on partage des outils avec des outils du collectif Créative du Territoire. Pas de Verdi, ça ne nous appartient pas. Mais voilà, après, avec plaisir, vous pouvez nous contacter, Nicolas ou moi, et voilà. Et sur ce, merci beaucoup, Hélène, et joyeuse journée à tout le monde. Ah, t'as plus de micro? Oui, j'ai dit merci à vous, pardon. C'était chouette de t'avoir comme invité pour ce webinaire. Merci beaucoup, bonne journée.